Et bonjour la planète LinkedIn. Bonjour à tous. Bon ben voilà, vous avez vu, on est déjà à fond les ballons. Vous êtes déjà plus de 200 à nous suivre. C'est juste une folie pure et dure. Alors on a un décalage chez nous. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas encore vos commentaires s'afficher sur notre chat, alors qu'on devrait. Mais je Bah ouais. pense qu'il y a un petit souci de LinkedIn. Moi, je les vois à côté défiler sur mon téléphone. Donc c'est assez dingue. On est ravis avec Philippe, comme d'habitude, de vous retrouver le samedi Absolument, matin. Un samedi absolument, bien matin vu, pour se pour se faire du bien. faire du bien. Voilà. De quoi on parle, mon chéri, aujourd'hui? En fait, de quoi on parle? Bah, c'est venu un petit peu du LinkedIn Live qu'on a fait il y a 15 jours. Pour ceux qui étaient là et puis pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, on avait fait un LinkedIn Live sur ce qu'on appelle la quête de sens et puis comment en faire quelque chose de très pragmatique, très terre à terre. Et puis, bah, voilà, Amélie a été chaude bouillante comme d'habitude. Voilà, elle est partie dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, voilà, elle lui a pris l'idée de faire un sondage. Voilà, quels étaient les thèmes que vous souhaitiez voir abordés en entretien. Et puis, un des premiers thèmes qui est sorti, ça a été l'histoire de ce qu'on appelle communément le fameux fil conducteur. Et donc, on s'est dit, bah, OK, on va partir sur le fil conducteur. Alors après, voilà, pour pas, voilà, nous, on n'est pas des philosophes, donc on a voulu faire quelque chose qui soit, bah non, mais quelque chose qui soit pratique pour vous, que vous allez pouvoir utiliser dès cet après-midi ou dès lundi. Et en fait, on a raccroché ça avec, bah, voilà, comment pitcher, comment présenter son parcours en entretien, parler bah, voilà, de ces trous, que ce soit le chômage, la maladie, les histoires de reconversion, des licenciements, enfin, toutes ces choses avec lesquelles on a un peu de mal. Et ben, comment on peut faire, voilà, le lien avec tous ces événements d'une carrière professionnelle et d'en faire quelque chose, bah, voilà, qui soit plaisant pour le recruteur, voilà, qui le rassure, qui va le convaincre d'aller plus loin avec vous. Donc, alors alors juste pour information, Amélie, moi je ne vois pas du tout là les commentaires. Moi non Donc, plus, je moi pense je que les vois sur toi mon téléphone. Ils s'affichent sur le téléphone, les commentaires. On a Christian qui nous fait encore un petit bravo. Voilà, on a plein de petits messages, mais je ne sais pas pourquoi sur notre outil StreamYard, il y a eu un petit plantage et du coup, les ouais, commentaires ne s'affichent pas. donc Mais c'est pas grave, on va faire pourquoi sans. Moi, pas? je les vois à côté, donc vous me verrez tourner la tête de temps en temps parce que je suis sur mon téléphone en même temps. Et donc, je les dirai à haute voix aujourd'hui. Donc, c'est Voilà, c'est comme pas ça, grave. que je sois un petit peu au courant. Mais en tout cas, voilà, je fais un gros bonjour à tout le monde, et je suis ravi de vous voir et puis j'espère que vous serez fidèles. Il faut savoir une chose, c'est que, voilà, on s'est donné comme rythme en début d'année de faire tous les 15 jours Mm. donc un petit LinkedIn Live. Alors sur le papier, ça dure 45 minutes, mais voilà, à 1 heure près, on est à peu près Alors non, sur dans les le temps. papier, c'est même 35 minutes, parce que c'est ce que j'ai affiché dans la promesse, c'est 35 minutes de live. Ah, c'est bon. Mais vous l'avez vu, il y a 15 jours, on a fait quoi? 1h15, Voilà. à peu de Donc choses près. voilà, donc dites aux mariés, à la femme, aux enfants, voilà, qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls parce que ça risque d'être débordé. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est passionnés. On adore Allez, ça. Allez, on démarre. alors Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Philippe, c'est pourquoi, du coup, c'est important d'avoir un fil conducteur, tout simplement? alors pourquoi c'est important et voilà, on va remettre ça vraiment dans le cadre de l'entretien, dans le cadre, voilà, d'un entretien de recrutement, hein. On n'est pas des philosophes. Alors pourquoi c'est important d'avoir un fil conducteur? Et avant de répondre à la question, je vais remettre un petit peu, je vais dire les mécanismes psychologiques du recrutement. Un recruteur, lorsqu'il voit un candidat, c'est qu'il a un problème, d'accord? Et ce problème fait qu'il doit aller chercher en externe, les compétences, les expériences, les expertises qu'il n'a pas, en interne. Ça, c'est un premier fait. Donc déjà, il attend de vous que vous répondiez à ces questions-là. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on recrute, on n'achète pas le passé. Alors que paradoxalement, ce dont vous avez parlé le plus, c'est le passé. C'est votre parcours. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Sauf que, bah, quand je vais mettre le petit billet, quand je vais vous faire la fiche de paye, moi, ce que j'achète, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Et c'est ça la difficulté. C'est comment, depuis mon passé, mon histoire, j'arrive, le recruteur, à pouvoir se projeter dans l'avenir et donc à faire l'investissement sur vous. Et ça, si vous voulez, ça va être votre rôle, de votre responsabilité, parce que le recruteur, va être simplement, il n'est pas devin.
D'accord? Il ne lit pas dans la boule de cristal. Il a besoin de vous pour pouvoir se projeter. Et puis je ne vous cache pas qu'il espère pouvoir se projeter positivement. Donc c'est à vous, entre guillemets, d'aller raconter cette fameuse histoire qui est la vôtre, d'accord? Avec un fil conducteur, on pourrait appeler ça une logique. Et donc il est important de voir quelle a été la logique de votre parcours jusqu'à maintenant et qui permet d'imaginer quelle va être la suite du parcours par la suite et si cette projection correspond à ce que le recruteur attend. Voilà pourquoi on fait ce sujet-là aujourd'hui sur le fil conducteur et pourquoi avoir un fil conducteur, c'est important? Comme je l'ai un petit peu dit jusqu'à maintenant, déjà, ça permet de donner de la cohérence à votre parcours et on évite alors le truc, vous avez peut-être vu dans le générique, mais ça évite, la fameuse truc: «Ah nin nin, moi j'ai un parcours atypique». Alors déjà, on va arrêter avec l'histoire de l'atypique parce que alors moi ça m'exaspère au plus haut point. Je sais pas s'il y en a dans les commentaires, mais j'espère pas, sinon je vous défonce. Heu, Pourquoi faut arrêter de parler d'atypique? Ça existe pas l'atypique, parce que si vous dites: «J'ai un parcours atypique», ça insinue qu'il y a un parcours typique. Alors j'ai envie de vous dire, moi je ne connais pas le parcours typique, sinon je ne me serais pas fait chier depuis 30 ans. D'accord? Bon, il dit: «Bah, voilà Philippe, il faut faire ça pour réussir» et j'aurais fait ça pour réussir. Le parcours typique n'existe pas. Donc le parcours atypique n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a tous des histoires, différentes. On n'a pas tous vécu, on a tous pas, un petit café, hop, je vais reprendre. On n'a pas tous vécu les mêmes situations au même moment, pas rencontré les mêmes personnes. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de dire: «Oh là là, mon parcours il est atypique». Non, il n'est pas atypique, il n'est pas typique, il est le vôtre, tout simplement. Donc déjà, voilà, on évite ce type de phrase, moi, dont on entretient de m'exaspérer. Donc ça, c'est un premier point. Cohérence, plutôt que de dire, «Ah excusez-moi, je suis différent des autres». Ben non, vous n'êtes pas différent des autres. Pour ceux qui ont connu le chômage, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes d'une banalité affligeante parce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, va connaître une, voire plusieurs fois le chômage, comme moi, d'accord? Certains vont dire: «Oh là là, mais j'ai été licencié, ma pauvre dame, licenciée». Mais putain, mais ça arrive tous les jours, c'est par centaines, d'accord? Et ce depuis la nuit des temps, donc pareil, je veux dire rien d'extraordinaire à dire: «Oh là là, désolé, j'ai été licencié». Bah, ouais, comme tout le monde et puis peut-être comme le recruteur d'ailleurs, hein. Ça, c'est pareil, hein, l'imagerie que le recruteur a un parcours parfait, ah, non, pas du tout, d'accord? Lui aussi a peut-être connu le chômage, le licenciement, des problèmes familiaux, des divorces, la maladie et ainsi de suite. Donc j'ai envie de vous dire, rien de nouveau sous le soleil. Donc l'histoire de l'atypique, on arrête. Par contre, ce dont le recruteur a besoin, c'est de dire: «Tiens, OK, votre parcours, d'accord, quel qu'il soit, il est finalement quelque part cohérent et qui fait qu'aujourd'hui votre positionnement professionnel est cohérent et que ce que vous allez faire demain est cohérent». Donc ça, c'est le premier point. Je vois Amélie qui sourit parce qu'elle se dit: «Putain, ça y est, il est parti, il déborde», d'accord? J'ai rajouté une petite punchline, Philippe et son côté provoque, tout va bien. Ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, c'est vrai qu'on devrait se présenter, mais nous, on pense que ça y est, on a C'est un peu, et ouais, moi tu es un peu je direct, quoi. Mais, pour reprendre un peu tes mots et les adoucir légèrement, effectivement, le côté atypique ne plaît pas toujours. Alors, moi, je comprends parce que j'ai eu des discussions avec des personnes qui me disent: «Bah, ouais, mais moi, j'ai un profil atypique» parce qu'ils entendent haut potentiel. Sauf qu'en fait, c'est pas la même chose. Souvent, les gens vont utiliser le terme atypique, pour se cacher ou pour camoufler ou pour se, faut s'excuser, c'est pas voilà, pour s'excuser de quelque chose. Alors qu'en fait, quand utiliser le mot atypique, montrer qu'on a peut-être un talent, différent des autres, qu'on a peut-être quelque chose justement qui nous rend un peu exceptionnels, et bien c'est juste le choix du mot et le choix de l'ensemble des mots que vous allez utiliser pour vous valoriser et c'est en ça que c'est vraiment ultra important, c'est d'arriver à choisir les bons mots pour vous valoriser et pas pour vous excuser de ne pas être comme les autres. Et en fait, le jour où vous allez arriver à trouver les bons mots pour justement dire, bah oui, je suis pas comme les autres et c'est une force pour moi, c'est une chance pour vous et c'est l'occasion pour l'entreprise et pour moi de faire quelque chose de formidable ensemble. Eh bien, le sens du mot atypique n'aura plus du tout la même chose. Et le problème, ça, c'est je suis d'accord. qu'aujourd'hui, il est très employé de manière négative pour vraiment s'excuser de quelque chose, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça, j'y reviendrai, voilà, sur le choix Ah bah voilà. des mots, mais là où Amélie a raison, un recruteur,
Un recruteur ne cherche pas, vos excuses, ou quoi que ce soit, d'accord? Il veut juste comprendre. Comprendre certains choix, comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs, ce à quoi vous êtes sensible. Ça lui donne des billes sur comment, entre guillemets, «vous alimenter», hein. D'accord? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les responsabilités? Est-ce que c'est les projets? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'ambiance? Vous voyez, lui, il a besoin de toutes ces informations-là et c'est à vous de lui donner parce que toujours pareil, le recruteur n'est pas devin et dans mes petites phrases choc, que j'indique notamment en formation aux entretiens, dites-vous bien qu'on subit un interrogatoire ou on mène un entretien, d'accord? Dans les 2 Mmh. cas, il y a des questions et des réponses. Si je suis en mode, interrogatoire, on est comme la très bien dit Amélie, dans la posture de s'excuser, expliquer, «C'est pas de ma faute», tout ça, vous voyez? Je suis en train de me justifier. D'accord? Le problème, c'est que quand on est en mode interrogatoire, bah, il y en a un qui est ici et un qui est là et vous, vous êtes là. D'accord? Sauf que le recrutement, on n'est pas dans cette relation-là. On est là parce que l'un a besoin de l'autre et réciproquement. Vous avez besoin de travailler pour gagner de l'argent et manger et lui a besoin de vos compétences et il est prêt à payer. Donc, vous vous retrouvez au même niveau. Donc, un entretien, ça se mène et on reviendra là-dessus sur l'histoire des mots et Je check les petits commentaires qu'on a, que je reçois du coup sur mon téléphone et pas sur notre appli. On a Patricia qui nous dit: «OK pour vos remarques sur le parcours atypique, sauf que beaucoup de recruteurs en France n'aiment pas les profils qui ne rentrent pas dans les cases, surtout avec une expérience internationale. Le premier à me dire que mon parcours est atypique et que c'est compliqué et Pôle emploi est à mon alors retour de l'étranger». Ah oui, alors c'était, en gros, le recruteur était le premier à lui dire qu'elle avait un parcours atypique et ça, j'ai envie de dire, parce qu'on a encore beaucoup de recruteurs un peu crétins en France qui, ne oui, bien comprennent pas sûr. Ah la mais chance, d'aller travailler à Patricia, l'étranger. je vais, je vais exploser le recruteur, puis après je vous explose vous, d'accord? Non, pas trop? Pas trop, non, bah, si, un matin pour se faire du bien, voilà, un petit coup de fouet, tout ça, ça stimule. Alors que le recruteur, ah bah, Amélie a absolument raison, il faut s'enlever de la tête, de croire que le recruteur, sait ce qu'il veut, d'accord? S'il Mmh. savait ce qu'il voulait, ça se saurait, d'accord? Et Recruteur, RH, manager, hein, quand on dit oui, recruteur, on non, entend voilà, RH et manager. voilà, on va parler décisionnaire en règle générale. Le RH, Mmh. ça peut être le manager, ça peut être le dirigeant, et tout ça. Croire que ce qu'ils savent ce qu'ils veulent, non, 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 ça se saurait. Et puis je veux dire, nous, en tant que cabinet de recrutement, nombre de fois, il faut refaire un brief, recadrer la demande et tout ça, parce que finalement, on se rend compte au fur et à mesure: «Ah bah oui, mais en fait, c'était pas ça». Bon, bah, tu sais, mon cas, voilà, prends un papier, un crayon, on va repartir de zéro, on va mettre les choses au clair. Et enfin, Amélie peut en témoigner, c'est quelque chose qui nous arrive quand même assez régulièrement. Donc Patricia, croire que le recruteur sait ce qu'il veut, c'est faux, d'accord? C'est être naïf. Maintenant et c'est peut-être ça qui vous manque. En fait, il faudrait presque, faire un LinkedIn Live sur comment argumenter sur justement ces questions un petit peu, connes, hein, pour parler un mot C'est léger. pas le thème du jour? Les questions connes, on pourrait si on a 2-3 heures d'avance. Moi, j'ai pris un bon petit déjeuner, donc moi, je peux tenir. Hem, donc oui, Patricia, toujours pareil et ça, faut pas avoir peur d'aller bousculer le recruteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, si je me mets à votre place, Patricia, et que je suis en entretien et qu'il m'entretient: «Ah bah oui, j'ai vu que vous avez un parcours international, donc ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé en France. Oh putain, mon gars, tu sais lire! Oh putain, le mec, il sait lire! Non seulement il sait lire, mais il comprend ce qu'il lit! Putain, Tu es en formidable!» forme toi aujourd'hui, c'est Ah ouais, j'ai incroyable. une pêche, putain, Tu j'ai as pris une un tu bon as petit bien déj. dormi, je crois, je Ah ouais, bien dormi ce matin, kiwi, vitamines et tout ça, je suis en pleine forme. Donc Patricia, il faut dire au recruteur: «Mais monsieur, vous le savez, c'est marqué dans mon CV, si vraiment c'était un problème, qu'est-ce qu'on fait là? Vous me faites perdre mon temps et en plus vous perdez votre temps. Ah, la différence, c'est qu'en plus, on vous paye. Alors si on vous paye pour perdre du temps, il faut se poser la question de votre place dans l'entreprise. D'accord? Maintenant, si je suis en entretien, compte tenu des informations qu'il y a sur mon CV, mon expatriation, d'accord, n'est pas un problème. D'accord? Au contraire, elle peut être une plus-value et là, vous pouvez enchaîner sur vos arguments. Mais arrêtez d'avoir peur du recruteur. Putain, c'est un comme le truc. dit Félicie en commentaire: «Merci pour les mots directs de Philippe et l'arrondi d'Amélie». Oui, voilà, ouais, non, non, mais enfin, non, mais enfin, bref, le problème, si vous voulez, Patricia, c'est que ça fait combien de temps que moi, je bosse depuis 94, ça fait Bah, combien de temps, Amélie? ça fait plus de 20 ans ou 28 25 ans, ça ans fait peut-être 30 qu'on ans. entend les mêmes mots dans la Putain, bouche voilà. des recruteurs, des RH et des candidats. Et en fait, le souci, c'est qu'on devrait tous faire un pas vers l'autre. On devrait tous essayer d'améliorer nos pratiques, nos process, notre manière de voir les choses.
Moi, j'arrête pas de dire aux candidats: «Arrêtez d'avoir peur effectivement du recruteur». Il est là pour, vous êtes là pour le en fait, vous êtes là pour lui parler comme si c'était un enfant et pour lui expliquer tout l'intérêt qu'il aurait de venir jouer avec vous et de vous accepter dans son entreprise. Faut imaginer que le recruteur, le décisionnaire, c'est, celui qui détient, la maison de poupée et c'est comment faire pour qu'il partage sa poupée et qu'il vous fasse rentrer avec lui dans la maison de poupée pour, que vous puissiez jouer ensemble. Et en fait, on est à peu près sur la même chose. Et l'autre souci, c'est qu'on a effectivement beaucoup de décisionnaires qui ne sont pas formés au RH, au recrutement, ou simplement à de la bienveillance ou à du bon sens, et qui, en lisant simplement 2, 3 articles sur Google, se disent bah tiens, en fait, pour recruter, il faut être méchant, il faut poser des questions vicieuses, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors qu'en fait, pas du tout. L'intérêt d'une embauche réussie, c'est justement de la confiance, c'est-à-dire que si dès le recrutement, on vous pose des questions que vous trouvez indélicates, on vous pose des questions que vous ne trouvez pas pertinentes, vous pouvez aussi vous poser la question de la justesse de rentrer dans ce type d'entreprise qui ne sait pas prendre soin des collaborateurs dès la phase de recrutement. Et ça, c'est quand même ultra important. Et donc, en fait, comment valoriser un parcours à l'international? J'ai envie de dire, l'international, ou le fait d'être parti dans une autre région, un autre pays, peu importe, c'est une opportunité. Et en fait, c'est toujours partir de la manière dont vous allez expliquer votre parcours. C'est bah oui, effectivement, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'étranger. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer tel type de personnes, ou travailler sur tel type de projet, ou améliorer tel type de compétences. Ah, j'étais persuadée que vous aviez sélectionné justement mon CV pour cette raison. Parce que vous aussi, vous saviez apprécier la richesse d'un parcours à l'international. Et là, vous le regardez avec un grand sourire, genre comme ça, arrête de me poser des questions cons, mon gars, Ouais, ouais. et essaye de voir ce que je peux t'apporter grâce à ce parcours à l'international. Et ça aussi, l'ironie ou le côté prendre à partie le RH ou le décisionnaire dans ce cadre-là, ça peut être aussi intéressant. Et, heu, Euh, et sur le fait alors sur l'histoire du parcours international, peut-être parce que voilà, je connais pas le parcours de Patricia, mais déjà un truc tout bête, le fait de partir à l'international, même si c'est pour aller en Belgique, on pourrait se dire: «Ah bah tiens, c'est très proche». Non, il y a des différences culturelles, il y a une organisation, à la fois politique, administrative qui est différente. Déjà de se confron déjà de sortir de sa zone de confort, de se dire: «Bah tiens, je vais être dans un environnement qui est différent, il va falloir que je m'adapte à de nouveaux repères, il va falloir que je comprenne, voilà, comment ça fonctionne. Parce que souvent, l'environnement permet de comprendre comment les personnes au quotidien fonctionnent. De se dire, et même sans travailler, c'est-à-dire que même si on a été, entre guillemets, conjoint d'expat ou autre, c'est de dire, bah oui, j'étais conjoint, donc professionnellement, j'ai peut-être pas fait grand-chose, mais rien que le fait de partir dans un pays où une langue étrangère, une culture différente, des mœurs, même une organisation de vie différente. Si vous partez dans les pays du Golfe, bah, eux, le week-end, c'est pas samedi, dimanche, c'est vendredi. Vous voyez, mm. c'est peut-être tout bête, mais ça permet de comprendre l'organisation de toute une société. Et ben, comment je peux valoriser ça? Ben, se dire, ben, moi, justement, je suis capable de m'adapter rapidement, de comprendre rapidement les modes de fonctionnement, les valeurs, les cultures et comment ça peut impacter des comportements, comment ça peut impacter des modes d'organisation. Et bam, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette expérience-là, vous allez pouvoir rebondir de manière positive et montrer que: «Ah maintenant vous avez passé 15 ans à l'étranger». Bah ouais, mon con, si tu déjà sorti de ta banlieue parisienne, déjà tu aurais vu du pays. Bon maintenant je vais t'expliquer, même si j'étais que, conjoint ou conjointe d'expat, tout ce que ça m'a apporté. Alors peut-être pas en tant d'expertise métier, d'accord? Mais en termes de voilà, en termes de comportement, en termes de réactivité, en termes de curiosité, en termes peut-être même de créativité, en termes de communication, en termes d'empathie. Enfin, vous voyez, je peux vous faire des listes à la Prévert de tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et quand on appelle l'histoire du fil conducteur, c'est de se dire, voilà, à chacune des étapes de ma vie professionnelle, voire entre guillemets personnelle, je peux en tirer quelque chose qui aujourd'hui va vous être utile en tant que recruteur. D'accord? Et là, on parle d'expat parce qu'on a pris l'exemple de Patricia. D'ailleurs, je la remercie. Alors malheureusement, Patricia, je vois pas tes commentaires, mais ravi T'as que des tu nous fans dans la partages. salle, je peux t'assurer. Ah putain, j'adore ça. Alors continuez parce que alors moi, j'adore qu'on me flatte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commandé à Noël une statue dans mon jardin. Heu, Rêve ta life. bon voilà. Ce que je veux dire par là, je prends l'exemple de Patricia, mais je pourrais en parler quelle que soit la situation.
Et c'est là où il faut se poser et réfléchir à ce fameux fil conducteur. Alors pourquoi on parle de fil conducteur? J'essaye de raccrocher un petit peu aux quelques lignes de notre script. C'est que ça va vous permettre de montrer votre solidité. Solidité en tant que personne. Bam, vous pouvez me poser une question sur n'importe quelle étape de mon parcours. Je sais ce qu'il faut dire, je sais comment valoriser, j'assume le bon comme le mauvais, mais au moins je renvoie une image qui est forte, qui est solide, sur lequel on peut compter et c'est ça qui va rassurer le recruteur. Pas: «Excusez-moi monsieur, c'était pas de ma faute parce que à l'époque, il y avait la crise des subprimes et tout ça», mais on s'en cogne. On s'en cogne, mais le coquillard, d'accord? Non, c'est OK, j'ai vécu une situation difficile, le chômage, la maladie, le divorce, moi j'en sais rien, la perte de la coupe du monde, on sait pas, on s'en fout, d'accord? C'est comment moi, j'ai vécu cette situation, comment j'ai rebondi et comment j'ai tiré le positif de cette Ouais. situation. Et c'est ça que le recruteur veut savoir. Et Ah j'ai vas-y, eu vas-y. une question que j'ai vu passer au tout début. Alors même sur mon téléphone, les commentaires bug, il faut que j'actualise 10 milliards de fois pour voir vos commentaires, c'est, juste ouf. J'avais un commentaire pour savoir si on allait parler également du, congé maternité, et je trouve que c'est une très bonne question aussi. C'est-à-dire comment parler? Alors ça peut être le congé maternité, c'est soit, Congé comment, parental, valoriser le fait qu'on se soit arrêté pour élever nos enfants. Parce que très souvent, on a la question en entretien, c'est mais vous avez fait quoi ces 2 dernières années? Pourquoi vous avez un trou sur votre CV? J'ai fait des gosses, chérie. Et ça, et je sais que pour beaucoup de femmes, c'est très angoissant de ne pas arriver à. Enfin, cette question fait très souvent peur. Et dans il y a la projection de se dire que bah, parce que je me suis arrêtée pour élever mes enfants, j'ai rien fait, ce qui est mmh. totalement faux. Moi, comme je dis très souvent aux femmes, mais vous avez géré une PME en fait pendant que vous vous êtes arrêtée. Vous vous rendez pas compte. Et moi je sais pas qui a posé la question, si c'est un homme ou c'est une femme. Une femme. C'est une femme, mais son prénom, parce que c'est quand même plus sympa Je de sais plus, c'était au tout début et je vois plus son commentaire. alors je sais plus. Pour répondre sur l'histoire du congé maternité, alors il y a 2 approches. Il y a l'approche Philippe, provocateur et c'est de dire: «Beh et vous, votre maman, c'était une grosse feignasse?» Ah! Non, bah non, non. On peut pas dire? Bon, OK, ça on peut pas dire en entretien. Non, mais vous voyez, parce que la question elle est con. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et Oui, vous, la votre question est mais maman en fait, ce qu'il faut, et c'est là où il faut apprendre à prendre du recul justement sur les entretiens, c'est qu'en fait, inconsciemment, beaucoup de décisionnaires posent des questions complètement connes, qui n'ont aucun sens et qui n'apportent aucune plus-value à l'échange qu'ils ont avec vous. alors maintenant pour répondre un peu plus professionnel, parce que Philippe il est pas non plus complètement, déphasé. Il arrive de temps en temps à raccrocher les wagons. Parfois, ça m'arrive. C'est un truc tout bête, mais avoir des enfants, c'est une énorme responsabilité, d'accord? Et c'est une responsabilité de tous les instants. C'est-à-dire, c'est pas toutes les minutes, c'est vraiment tous les instants. Et puis, le rôle du je veux dire d'un papa ou d'une maman ou de parent, d'accord? C'est entre guillemets «de faire monter en compétence l'enfant». Compétences physiques, compétences cognitives, compétences en termes de communication, en termes de valeurs, en termes d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que votre rôle, c'est ce qu'on appelle élever et son nom le nom est bien choisi, hein. Élever pas dans le sens élevage, mais d'élever, de faire monter l'enfant vers, entre guillemets, «son plus haut potentiel», physique, intellectuel, et ainsi de suite. Bah, j'ai envie de vous dire que c'est ce qu'on demande à un manager. C'est ce qu'on demande à un RH, c'est ce qu'on demande à un dirigeant. D'accord? C'est de alors lui, par contre, il les prend un petit peu plus vieux, hein, au minimum 18 ans, mais son rôle, c'est de faire monter en puissance et d'élever chacun des collaborateurs, individuellement mais collectivement, les faire monter en compétences, en efficacité, en responsabilité, que sais-je. Donc j'ai envie de vous dire, c'est exactement les mêmes mécaniques et que quand on élève un enfant, des fois, eh ben, on va se soucier de son bien-être et puis des fois, on va être beaucoup plus coercitif. Ça va être la menace, la punition, les coups de bâton, j'en sais rien. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, on va activer, j'allais dire, ces 2 leviers. Mais comme un manager, bah, des fois, il faut qu'il motive, qu'il crée un environnement où le salarié se sente bien et envie de s'investir. Et puis, eh ben, quand le salarié il dépasse certaines limites, d'accord? Et ben, il y a, le blâme, il y a l'avertissement, il y a la mise à pied, il y a le licenciement, il y a tout ce que vous voulez
Et à chaque fois, ben, on ajuste, d'accord, chacun des leviers par rapport à la situation, au comportement. Vous voyez comment je fais le rapprochement entre, le rôle de parent et le rôle, Mmh. par exemple, de manager ou de RH ou de dirigeant? C'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure, Amélie parlait de positif et de négatif, là où malheureusement le réflexe de beaucoup de jeunes parents, c'est de se dire: «Oh là là, je reviens d'un congé maternité ou d'un congé parental» et bam, tout de suite on a un a priori, négatif. Comment se dire: «Mais comment cette expérience de peut-être quelques semaines ou de quelques années, pour ceux qui ont eu 2 ou 3 ans de congé parental, comment j'en tire quelque chose de positif et que je vais pouvoir, j'aime pas, je veux dire transmettre et transposer, voilà, chercher le terme. Ouais. Transposer dans le monde de l'entreprise. On Donc parle souvent de responsabilité, compétences cadrage transversales, hein. pardon, On Amélie? parle souvent de compétences transversales et on est en plein dedans. C'est-à-dire que Bien quelle que sûr. soit, votre activité, vos métiers, vos secteurs, qu'on soit en reconversion, qu'on soit en congé, parental, qu'on soit en congé maladie, qu'on soit peu importe ce que vous avez fait, vous avez forcément des compétences que vous avez transférées pour le bien de votre famille, de vos amis ou d'une autre activité. Et ça peut être aussi des compétences que vous avez acquis, en dehors du travail justement grâce à l'associatif, grâce à une autre avec quelque chose que vous faites, je sais pas moi, vous retapez, des vieux meubles le week-end chez vous dans votre garage et ben vous avez, acquis des compétences qui vont vous servir demain dans l'entreprise. La patience, la rigueur, l'organisation, le fait de suivre des étapes bien précises, un petit peu de créativité et ben c'est la même chose. Ce qu'il faut dire, bah oui effectivement, alors j'ai plus le nom exact, mais je sais que Gaëlle de l'Escale avait lancé sur LinkedIn une manière de mettre en avant justement le congé maternité. Je crois que c'était la pause parentale, je crois que ça s'appelle. Et en fait, j'adore ce mot parce que je trouve ça super beau. Et je me dis, bah voilà, arrêtons de vouloir cacher les congés maternité, les congés parentaux, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et l'idée, c'est de se dire, bah, je l'affiche sur mon CV, je l'affiche sur mon profil LinkedIn. Ça fait partie de ma vie. Quand on recrute quelqu'un, on le recrute dans sa globalité et pour la personne qu'il est et pour les événements qu'il a traversés, bons comme mauvais. Mmh. C'est-à-dire que vous avez eu un enfant, vous avez peut-être eu plusieurs enfants, il s'est peut-être passé des bonnes choses et des moins bonnes choses. Moi, j'ai connu beaucoup de parents qui ont connu le deuil avec leurs enfants ou qui ont connu des maladies graves avec leurs enfants. Il ne faut pas forcément chercher à les cacher. Faut déjà arriver soi-même à en parler sans réveiller les blessures. Mais l'idée, c'est d'arriver à dire, bah, OK, j'arrive à l'afficher, j'arrive à en parler et j'en fais une force parce que cette étape, ces épreuves très difficiles que j'ai survécues et j'ai été au-delà, et ben, j'ai fait preuve de qualités humaines qui sont aujourd'hui indispensables pour votre futur manager, pour driver vos équipes, pour aller chercher des nouveaux clients, chercher des nouveaux budgets. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie perso, que j'ai pu apprendre dans ma vie perso, je vais vous l'offrir moi demain dans l'entreprise. Et on n'est pas du coup dans le côté, le choix des mots, on en revient toujours là-dessus, qui est ultra Mmh. important. On n'est pas Calimero. Oui, on a vécu des emmerdes, on a tous vécu des emmerdes. On n'a pas tous vécu la même taille d'emmerde ou le même nombre d'emmerdes, c'est sûr, on n'est pas égaux là-dessus. Mais en tout cas, il faut arriver à les transformer en force. Et si vous arrivez à en parler en se disant, ouais, j'ai eu des galères, j'ai connu ça, et j'ai traversé l'épreuve de telle et telle manière, et aujourd'hui, grâce à ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça, et je suis fière de ça. Si vous arrivez à le dire comme ça en entretien, vous allez voir que l'autre va le recevoir différemment. Mmh. Quand on a quelqu'un en face de nous enfin, vous le voyez avec vos potes, hein, quand vous dites, non, mais moi je suis déprimée, je suis malheureux, la personne qui m'aime. Bon, ben, on va pas trop, enfin, on va lui faire un petit tape sur, ouais, non, mais t'inquiète, moi je t'aime. Et des gens qui sont tout le temps négatifs, on n'a pas envie de s'approcher d'eux. Ben, c'est la même chose en entretien. Si vous êtes tout le temps, quand vous racontez votre histoire, si elle est négative, on n'aura pas envie de vous écouter, on n'aura pas envie de vous embaucher. Si par contre, les galères que vous avez rencontrées, votre histoire, ce qui fait votre singularité, on parlait tout à l'heure d'une reconversion à un moment donné, comment parler justement d'une reconversion et la mettre en avant et en valeur, et ben, c'est le choix des mots. Et ben, si vous en parlez de manière positive,
eh ben, on va avoir envie de vous poser des questions. Ah bon? Et comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de vous reconvertir? Qu'est-ce qui vous manquait dans votre ancien métier? Qu'est-ce que vous attendez dans le nouveau métier? Auprès de qui vous vous êtes renseigné pour sauter le pas? Qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise? Enfin, du coup, on est dans un échange, on est dans une discussion et on se dit, OK, comment on va pouvoir s'apporter quelque chose? Et comment vos compétences que vous aviez acquis dans un autre métier ou dans une autre vie va m'être utile demain dans l'entreprise. Et ça fait clairement toute la différence. Et alors juste pour, et en plus alors Amélie voilà va elle a très bien expliqué voilà comment on donne un angle positif justement à cette histoire de vie, et moi je voulais revenir sur des arguments très simples, mais un enfant si, vous lui demandez de faire quelque chose dont il ne comprend pas la finalité, si en plus vous lui dites, vous faites ça sous la menace, hein: «Si tu fais pas, je t'enlève la PlayStation», je peux vous dire qu'elle arrivera peut-être faire ce que vous lui demandez, mais ça va prendre énormément de temps. Le résultat va être finalement assez médiocre et en plus, ça vous aura pris du temps et une énergie folle. D'accord? J'ai envie de vous dire, un collaborateur, si vous êtes manager, c'est exactement la même chose. Demandez à un collaborateur de faire un truc, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Et qu'en plus, vous lui dites, si tu fais pas ça, je te sucre tes congés. Bah, je peux vous dire, il va le faire parce qu'ils se sont obligés de le faire, mais franchement, ça va pas être transcendant ce qu'il va faire. Donc on retrouve, si vous voulez, les mêmes mécanismes. Par contre, à un enfant, dites: «Tiens, voilà, si tu fais ça, voilà ce que tu vas toi, en tirer comme bénéfice». D'accord? Voilà ce que ça va t'apporter, voilà ce que tu vas pouvoir montrer et comment tout le monde va bénéficier, et en plus, si tu arrives à me faire ça rapidement et de manière propre, peut-être que, tu auras une récompense. Et ben, je peux vous dire que l'enfant, tout d'un coup, il va vous faire ça, quelque chose de nickel. Vous aurez même pas besoin d'être derrière pour qu'il fasse, ce que vous lui avez demandé, et le gamin sera épanoui. Et ben, le collaborateur, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez ce que je veux par là, c'est que on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Et ben, utilisez ça, ces mécanismes en tant que parent, d'accord, pour dire: «Mais moi, maintenant que je les ai acquis, je les ai expérimentés, je vais pouvoir en effet les, transposer dans le cadre de l'entreprise». Alors, quid de l'âge? Qui pose la Ouais, question? alors on a eu plusieurs personnes qui nous ont posé, la question en disant: «Ouais, mais quand on a 55 ans, c'est compliqué, comment on peut se valoriser? Bien Comment on sûr. peut parler de soi?» Ça tombe bien, c'est un peu notre spécialité chez Boost Me Up. Mmh. En fait, c'est très simple, l'âge n'est pas une question déjà de base. Mmh. L'âge n'est pas un problème. Que l'on ait 25 ans, 35, 45, 55 ans et qu'on ait envie de bosser, ce qui compte, c'est que vous avez envie de bosser. Et ce qui compte, c'est que vous pouvez apporter encore quelque chose à l'entreprise. Alors vous allez me dire, ouais, Amélie, c'est facile, mais comment je fais pour obtenir des Bien entretiens? sûr que c'est facile. Bah, en gros, c'est, j'ai envie de dire, heureusement que notre comité de boosté arrive à décrocher des entretiens, sinon on s'inquiéterait. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, comment vous arrivez à vous valoriser et quelle est la plus-value que vous apportez à l'entreprise? À quel moment vous avez conscience de votre force, de vos atouts et de tout ça? Et l'idée, c'est de se dire comment vous en parlez dans vos candidatures, dans vos lettres de motivation, comment vous le valorisez sur votre CV. Quand vous avez 55 ans, savoir ce que vous avez fait à 25 ans, on s'en tape. Donc, c'est arriver à faire le tri aussi dans ces expériences. Et c'est comment vous communiquez sur vous. C'est le fameux personal branding. À un moment donné, on en parle tout le temps. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que quel est le premier réflexe qu'a un recruteur quand il va regarder, enfin quand il va recevoir votre CV en réponse à annonce ou candidature spontanée, c'est qu'il va aussi aller stocker un peu sur LinkedIn. Et s'il voit pas grand-chose sur vous sur LinkedIn, vous avez un profil merdique, vous communiquez sur rien, vous parlez pas de vos passions, vous parlez pas de votre métier, de votre secteur d'activité. Comment vous voulez qu'il ait envie de vous rencontrer? On est en date en fait quand on recrute. Donc c'est demain je suis sur l'appli Tinder pour chercher le grand amour. Bon, je l'ai déjà, hein, je vous rassure, mais je vais regarder plein de choses. Le mec, il est content, tu sais. Je vais regarder plein de choses et si j'essaye de trouver des informations sur cette personne et que je trouve rien, je vais trouver ça suspect. Bah, c'est la même chose pour un recruteur. Il a besoin d'être rassuré. Oui, un décisionnaire a besoin d'être rassuré. Votre job, c'est de le rassurer. On est toujours dans la posture un peu parent-enfant. Mais pour le coup, c'est vous le parent et c'est ça qui est aussi, c'est votre force. Et il faut s'en servir comme tel et se dire, bah tiens, aujourd'hui,
je communique sur tel sujet, je sais quels sont mes atouts et qu'est-ce que je peux apporter moi à 55 ans à une entreprise qu'un jeune de 25 ans ne peut pas apporter. Et l'idée, c'est de trouver la complémentarité entre vous deux. Dire que le jeune de 25 ans va apporter telle et telle compétence, et puis la personne de 55 ans, elle va apporter autre chose, un regard nouveau sur les choses, une prise de recul, un réseau, une maîtrise de telle et telle action, outil ou environnement. Moi, je le dis souvent, quand j'ai discuté avec des startups ou des scale-up et qu'elles ont levé des fonds, et ben à un moment donné, il leur faut un DRH, il leur faut un DAF, et ces personnes-là, il faut que ce soit des profils seniors parce qu'ils ont déjà géré beaucoup d'argent et qui savent justement les mécanismes, comment en gagner plus et comment faire pour en perdre le moins possible. Donc, ils vont vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent. Et c'est en ça qu'il faut se valoriser quand on a un profil Mmh. senior. Et derrière, il faut continuer à réseauter, il faut se montrer, il faut être visible pour qu'on ait envie d'échanger avec vous et qu'on se dise, tiens, toi, tu as de l'expérience, ça m'intéresse parce que moi, aujourd'hui, ma boîte, elle est dans telle et telle problématique. Et grâce à ça, tu vas pouvoir m'aider. Et vous aussi, vous devez être en capacité de trouver quelle est la problématique de la boîte et comment vous allez pouvoir l'aider. Je te donne la parole, Philippe. Ah la vache! Ah, à chaque fois, elle me dit: «Ah là, Philippe, il est bavard», mais alors Amélie, quand vous la lancez sur l'histoire des seniors, Elle là, vous n'arrête plus. l'arrêtez plus. Non, on Alors, n'arrête plus. ce qu'a dit Amélie est absolument vrai. Maintenant, pareil, moi, si vous voulez, quand j'entends, en entretien, alors quand les candidats que l'on a nous font des retours d'entretien, qui fait: «Ah bah oui, mais on m'a fait un petit peu remarquer que voilà, j'avais» alors moi j'ai 53 ans, je sais pas quelle est la personne qui a dit j'ai 55, mais oui, on a des âges qui sont très, très proches. Heu je leur dis: «Mais déjà» et ça rejoint un petit peu l'histoire de Patricia, avec l'histoire d'expatriation. Si on pose la question en entretien, bah, la personne, elle a vu mon CV, donc théoriquement, elle sait compter, hein. Donc si elle sait compter, elle sait à peu près, quel est mon âge. Donc si je suis en entretien, l'âge n'est pas un problème. Donc je comprends même pas qu'on aborde la question en entretien et ça, faut pas avoir peur de le dire. Écoutez, l'âge n'est pas un problème, vous le savez sur mon CV, j'ai mis mon âge, vous avez vu que j'ai eu mon bac il y a 30 ans. Bon, bah, 30 ans plus 18, ça fait 48 ans. Bah ouais, j'ai pas 25 ans, ça c'est clair. D'accord. Et en plus, comme l'a dit très bien Amélie, pour ceux qui ont des postes un petit peu à responsabilité, un DAF, un directeur commercial, un directeur de production, je suis désolé, moi, des directeurs d'usine, des directeurs de production ou des DRH, ce n'est pas des jeunes diplômés boutonneux. Hein, ce sont des gens plus comme moi, vous voyez, qui ont un peu de cheveux gris ou pour certains, bah, qui les ont perdus en route. Vous voyez, des gens qui ont un peu vécu, ou pour les femmes, désolé, mais voilà, elles n'ont pas encore mis de botox, donc on voit les rides. D'accord. Donc, ce sont des gens qui ont vécu. Mais c'est justement ce que l'on recherche. Et c'est là où je rejoins le propos d'Amélie. Et il y a une histoire de posture et de discours. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi j'ai 53 ans. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose que je vais pas, le rôle que je vais pas jouer, c'est de jouer les jeunes, d'accord? Et je vais pas jouer l'expert, d'accord? Déjà, il y a des gens bien plus experts pour moi, des ingénieurs, des gens très bien qui ont une expertise. Quand on vieillit, on devient plus mature. Ce que l'on a vécu en entreprise, dans notre vie privée, fait que on a gagné en maturité. Tout à l'heure, Amélie, elle a très bien dit, on prend du recul. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vécu certaines choses et puis on se rend compte que ça ne sert à rien de s'affoler. Voilà, on prend un peu de recul, on relie un petit peu certaines informations et qui permet de comprendre, j'allais dire, le schéma global. Et ce que beaucoup d'entreprises, et Amélie l'a très bien dit avec l'histoire des startups et des scale-up, c'est que si je veux prendre de l'hyper technique, l'hyper expert, là, du dev, du full stack et tout ce que vous voulez, allez-y, prenez des petits jeunes boutonneux, là, ils sont très bien, vous les mettez dans une cave à d'ordinateur, ils sont heureux. Pizza et du Pepsi, les mecs, ils sont heureux. Allez, go, vas-y. Stéréotype. Bah quoi, c'est pas vrai, hein? Tu les as pas vus à Non, 42, toi? stéréotype. OK. Stéréotype, mais bon, quand même. OK. Par contre, comme dit Amélie, si je cherche quelqu'un des gens qui ont besoin de développer l'entreprise, de parler stratégie, de parler argent, de parler organisation, structuration humaine, industrialisation. Lorsque, je fabrique, mon smartphone en 10 exemplaires avec mon pote et qu'il faut passer à 10 000, c'est pas avec votre pote que vous allez faire 10 000. Il faut mettre des chaînes de production, donc il faut des gens, d'accord, Mmh. qui ont une vision beaucoup plus globale, qui voient toutes les interactions, qui sont capables d'anticiper des problèmes, parce que ça ne s'apprend pas à l'école, les problèmes. Les problèmes, on va les vivre. Et bien, il y a qu'un seigneur qui dit, attention, là, on va passer par telle ou telle phase, on va passer par telle ou telle difficulté, on va à un moment donné se prendre un contrôle fiscal, à un moment donné, il y a un gros concurrent qui va arriver avec ses gros sabots, son gros chéquier. Parce que je l'ai vécu, je sais comment on va aborder cette phase de manière efficace, avec le moins de dommages possible, voire l'éviter, voir si vraiment
on ne pourra pas lutter contre le Google qui a mis des milliards de dollars sur la table. Comment on va pouvoir rebondir par rapport à une situation? Et ça, il n'y a que l'expérience. Et qui dit expérience dit âge. Donc, j'ai envie de vous dire, présentez-vous de cette manière-là. Quelque part, le sage, celui qui a vécu, celui qui va apporter beaucoup de recul, beaucoup d'interprétation, voilà, toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école, ni sur un MOOC. Voilà, ça c'est simplement du vécu et vous apportez ce vécu qui fait que l'entreprise va gagner en efficacité, en opérationnalité, en gains financiers. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est tout ça, d'accord? Alors quid de l'âge? Ben, de toute manière, l'âge, de toute manière, on va tous vieillir. On va tous vieillir jusqu'à qu'on clame, on va tous vieillir. OK, donc l'âge, Et OK. rassurez-vous, le recruteur, parce que je vois les commentaires, le recruteur qui me disent: «Ouais, mais la plupart des recruteurs, ils ont à peine 30 ans, voire moins». C'est vrai. Et vous savez pourquoi ils sont si jeunes, la plupart des recruteurs? C'est parce qu'en fait, sortis d'école, de master RH ou autre, ils n'arrivent pas à devenir des RH du premier coup. Forcément, hein, faut un peu d'expérience pour être des RH. Et donc le premier job qu'on leur propose, c'est d'être recruteur. Sauf que, bah, déjà dans leur master RH, il y a quasiment aucune formation, vraiment, pertinente autour du recrutement. Mais quasiment Donc pas. en fait, ils se lancent là-dedans en disant bah, c'est pas grave, je vais faire ça 2-3 ans et je le fais par défaut et je le fais sans passion. Et donc en fait, vous avez beaucoup de recruteurs qui font véritablement ce métier alors qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils n'ont pas les compétences. Alors vous avez certains qui ont suivi des parcours ou qui sont dédiés à la formation de recruteurs ou qui s'auto-forment parce qu'ils sont vraiment passionnés par ça et qu'ils ont vraiment envie de faire des belles rencontres et d'aider des gens à trouver des chouettes jobs. Vous en avez, heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même de plus en plus des gens qui adorent leur métier et qui essayent de se perfectionner et de le faire toujours de mieux en mieux. Et cela, vous allez certainement rencontrer, en tout cas, je vous le souhaite. Et dans ces cas-là, vous passerez des chouettes entretiens. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les recruteurs sont assez jeunes parce qu'ils le font un petit peu par défaut et par dépit. Et j'ai envie de dire, l'avantage de l'âge et de cette, maturité, c'est que théoriquement, on a vraiment des arguments que la personne, quand vous dites qui a 30 ans, n'a pas, parce qu'elle n'a pas justement ce niveau d'expérience. Et le recruteur, si vous sentez qu'à un moment donné, ces questions sont cons ou qu'on arrive à des limites, à un moment donné, il faut lui présenter les choses. Amélie parlait tout à l'heure, voilà, des startups et des scale-up. On les a connus il y a quelques années au début de l'activité de Badircom. Quand ils y arrivaient tout excités, les mecs, ils disaient dans leurs pantalons tellement ils étaient excités: «Oh là là, j'ai levé 700 000 €». Mais je dis: «Mais mon gars, c'est un problème. C'est un problème parce que si je te mets 700 000 € entre les mains, tu jamais eu autant d'argent. La première chose que tu vas faire, c'est le claquer. Le claquer. Donc, tu sais, la première chose qu'il faut faire, c'est embaucher un DAF et tu vas lui donner ton chéquier et ta carte de crédit. D'accord? Tu touches plus à ça, tu touches plus. Parce que tu ne sais pas gérer l'argent. Tu ne sais pas anticiper les dépenses. D'accord? Donc, donne ça à des gens qui savent l'importance de l'argent et ça s'appelle un directeur financier. Mais surtout, tu touches pas au chèque. Tu touches pas là, je te donne un peu d'argent de poche, là, tu vas te faire une bonne petite soirée avec tes potes, mais à partir de demain, c'est moi qui tiens les clés de la bourse parce que tu sais pas faire. Toi, tu sais peut-être faire des téléphones, hein, le bon geek, là, il sait programmer, mais s'il y a bien une chose que tu sais pas faire, c'est gérer l'argent. D'accord? Laisse ça à des gens qui savent. Question D'accord? suivante qu'on a eue, à un moment donné, on m'a dit, bah moi, je suis passée alors je crois que c'était directrice marketing à assistante de direction. Comment je peux justifier et expliquer que je veux moins d'expérience aujourd'hui? C'est qui me pose la question? Je sais plus. Je sais J'essaye de plus. trouver les commentaires à gauche, à droite, mais ça Ah ouais, c'est s'écrit vrai, c'est super embêtant avec mal. ces questions. Enfin bon, qu'importe la personne, merci de cette question parce que j'ai eu exactement la même situation il y a 10 jours. Donc on avait un poste, ce qu'on appelle un directeur de site industriel, donc ça gère une usine, hein, bêtement, d'accord? Et j'ai une personne qui est venue me voir et qui s'est trouvé un petit peu dans l'embarras parce que lui, par contre, il avait été directeur Europe d'une société industrielle, d'accord? Et il s'est dit: «Mais est-ce que ça va pas être un problème de vouloir postuler alors que moi j'étais directeur Europe, donc directeur production Europe, à simplement directeur d'un petit site local». D'accord, vous voyez? Et il s'est dit, comment et le gars il m'a expliqué, mais alors je lui ai dit: «Mais du coup pourquoi?» «Parce que vous allez perdre en salaire, voilà, vous allez perdre». Il faisait partie du comité de direction, on va dire, il avait une certaine stature et tout ça. Mais le pauvre gars, tout simplement, m'a dit: «Moi je suis fatigué d'être sur la route, moi je fais entre 5 et 6 000 kilomètres par mois,
d'accord? En train, en voiture, en avion, voilà, je fais que ça, papillonner. Moi j'arrive le vendredi soir très tard, voire le samedi matin. Je vois à peine mes enfants parce que des fois, bah, selon la distance, il faut que je reparte dimanche après-midi pour être le lendemain matin à l'autre bout de l'Europe. Et il m'a dit, moi, je suis fatigué de tout ça. Il me dit, moi, je suis fatigué des chambres d'hôtel, je suis fatigué de papillonner, d'être constamment en mouvement, de pas voir, de pas profiter de mes enfants. Vous voyez ce que par là? Il m'a dit clairement. Et il m'a dit, je sais que ça risque de ne pas passer, je risque de faire peur, Mmh. en fait, aux recruteurs, parce que comment quelqu'un qui a autant de responsabilités maintenant veuille un poste beaucoup plus bas, est-ce qu'il va pas être trop cher, est-ce qu'il va pas être comment on appelle ça, surqualifié, est-ce qu'il n'y aura pas un ego beaucoup plus, je veux dire, gros par rapport aux écarts. Enfin voilà, il s'est posé tout un tas de questions. Et moi, c'est ce que je lui ai dit, c'est de dire, d'assumer les choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et moi j'écoute même dans mes équipes quelqu'un qui a demandé à être ce qu'on appelle déqualifié, d'accord? C'est-à-dire passer d'un poste de manager à un poste d'exécutant. Le tout, si je parais le recruteur, ce qu'il veut, c'est pas la perfection, c'est pas Superman, c'est pas Wonder Woman. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de construire une relation de confiance. Et la confiance passe d'abord par la franchise, par l'honnêteté de l'information. Si vous ne voulez plus de responsabilité, dites: «Je ne veux plus de responsabilité. Je fais le «deuil» entre guillemets du salaire, du CODIR, de la voiture de fonction, du joli bureau, et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux faire un choix de vie, un choix d'équilibre personnel, voire d'un équilibre familial», d'accord? Mais comment j'en parle? Ben, tout simplement avec franchise, avec honnêteté. Pourquoi? Parce que moi, vous envoyez une information de quelqu'un qui, un, assume, 2, sait très bien quelles sont les conséquences de ces choix-là, mais montre aussi quelles sont ses priorités. D'accord? Et donc, toujours pareil, lui, le recruteur, ça lui donne de la visibilité. D'accord? Tiens, voilà quelqu'un qui est franc, donc je pourrais lui dire les choses franchement. Si elle accepte et tout ça, OK, il y a pas de souci. D'accord? Je sais à quoi m'attendre. Donc donner de la visibilité. Voilà, je voulais juste prendre cet petit exemple parce que ça date d'il y a, ouais, une dizaine de jours, début de Mmh. semaine dernière et donc c'est marrant que vous abordiez le sujet. Et moi, j'ai déjà connu ça aussi dans des candidats qui effectivement avaient, pas mal de responsabilités et qui en souhaitaient un petit peu moins aujourd'hui et effectivement, c'était souvent: «Je veux être moins sur la route, je veux profiter un peu plus de ma famille» ou «Je veux un peu plus de temps pour moi» ou ça peut être aussi parce que vous avez eu un moment donné un problème de famille, donc ou un problème de santé. Donc là, c'est le côté peut-être, bah, vous aviez avant un job à responsabilité qui vous a pourri la santé et aujourd'hui, vous dites, bah, moi, j'ai envie d'avoir un job peut-être à 4/5 ou à mi-temps et pouvoir prendre soin de moi parce que j'ai aussi besoin de ce temps-là pour revenir en pleine forme. Donc, c'est aussi l'occasion d'expliquer une situation et de vous dire, bah voilà, aujourd'hui, vous cherchez quelqu'un d'ultra compétent sur tel type de domaine, je peux vous accompagner là-dessus. Effectivement, je pourrais vous accompagner sur beaucoup plus de choses, mais ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ce que je veux, c'est pouvoir vous épauler, vous accompagner, vous soutenir sur ces axes-là parce que c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me convient aujourd'hui. D'ailleurs, là-dessus, pourtant je sais que je suis pas très cinéphile, mais Caméléon a eu la chance de voir donc plusieurs avant-premières d'un film qui sort, je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après, qui s'appelle Un autre monde, donc avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, qui est un excellent film et sans vouloir spoiler, mais ça montre à un moment donné des gens qui ont d'énormes responsabilités et Mmh. qui à un moment donné, se retrouve en complet déséquilibre entre ses responsabilités et entre guillemets «tout l'aspect privé», que ce soit il y a le côté sentimental, il y a le côté santé, il y a le côté, divorce, il y a le côté enfant, bah, porteur simplement d'une maladie. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve tiraillé entre ces 2 choix. Je choisis ma carrière, je choisis ma famille, je choisis ma santé, je choisis mon bien-être. Comment à un moment donné, puisque Amélie parle de burn-out et de maladie, comment à un moment donné, ben, lorsqu'on décide de faire des choix et que le choix se fait entre guillemets «au détriment de la carrière», mais au bénéfice de sa vie, donc personnelle, mais aussi de sa vie, familiale et ben, tout simplement l'assumer. Parce que faut pas croire que le recruteur cherche quelqu'un qui va bosser 15 heures par jour et tout ça, c'est pas vrai.
Je peux vous dire que, alors si vous dites: «Oh là là, mais moi je travaille de 8 heures jusqu'à 23 heures le samedi et le dimanche», le mec, c'est à la folle. C'est à la folle parce qu'en fait, grosso modo, il se dit: «Putain, j'ai un psychopathe en face de moi». D'accord? Il est rassuré lorsque les gens, je veux dire, ont simplement une vie qui soit équilibrée, la famille, le sport, la culture, ce que vous voulez, et simplement, il a besoin de savoir qu'on a affaire à quelqu'un, voilà, qui est en phase. On parlait de fil conducteur, je pourrais parler de cohérence et je fais le lien avec la question d'avant. Si le choix d'avoir moins de responsabilités est en cohérence par rapport à des choix de vie, parce que vous voulez passer plus de temps avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille pour prendre soin de vous, pour pouvoir faire du sport, des activités sportives, pour faire de l'engagement, je veux dire, associatif, parce que ça compte pour vous. Je pense à Stéphanie, mais enfin voilà, vous voyez de qui je parle. Mais si vous arrivez à expliquer que ça, vous en avez besoin pour votre propre équilibre et que l'entreprise a besoin que vous soyez équilibré dans votre vie, eh ben, l'entreprise a tout à y gagner et on en parle très bien. Et je peux vous dire que, et c'est toujours pareil, on pense que le recruteur, c'est le gars qui, voilà, capable de vie sociale. Non, ça se trouve, la personne a vécu exactement les mêmes situations. Mmh. Donc, en plus, ça va lui faire écho et vous allez créer du lien avec lui. Je vois plein de messages, parce que j'arrive à retrouver de temps en temps les questions, qui défilent sur mon téléphone à chaque fois que j'actualise. Beaucoup me disent qu'effectivement, ils se retrouvent dans ce qu'on dit, qu'il y en a qui sont en grande fatigue et que, voilà, je suis actuellement dans un état de grande fatigue. J'ai repris des études de droit à 35 ans en parallèle de mon travail à temps plein, obtenu mon diplôme ainsi qu'un certificat complémentaire en médiation familiale. Oh la vache. Mon travail n'a pas changé ces 4 dernières années. Le droit me fatigue et j'aimerais aujourd'hui me poser, prendre du recul et envisager de m'éloigner de ce qui me passionnait tant avec le droit. Désolée pour le roman, mais merci pour le partage. Merci Sandrine à toi. Moi, toutes les choses que je vois, moi, je vois, je fais des waouh quand je lisais. C'est Mmh. déjà, tu as repris des études tout en travaillant. Et j'ai Bon. envie de dire, tous ceux qui font ça, tous ceux qui reprennent des. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, mais comment aborder une longue formation universitaire? Mais j'ai envie de dire, mais soyez déjà fiers de votre parcours et de ça, et assumez-le et dire, ben voilà, j'ai travaillé pendant X années, et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, que j'avais envie de découvrir d'autres choses, et je me suis lancée dans une nouvelle formation. J'ai appris grâce à cette formation telle et telle chose. Ça m'a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus pour me former, parce que ben, forcément, comme je faisais d'autres choses à côté, ben, il fallait que je puisse prendre un petit peu du temps pour arriver à tout gérer correctement et efficacement. Parce qu'effectivement, pendant que je faisais ma formation, eh bien, j'ai été à 300% dans mon travail et j'ai atteint tous les objectifs qu'on me fixait. Et sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus forcément alignée avec peut-être les valeurs de cet ancien métier ou de l'entreprise, et que ce que j'ai appris durant ma formation, c'est vraiment ce qui me passionne, et je le sens au plus profond de moi et au plus profond de mes tripes. Et je me dis qu'en fait, c'est une chance pour une entreprise comme la vôtre de me recruter, parce que vous allez avoir quelqu'un qui est formé à cette nouvelle technique, méthode, ce que vous voulez. Et en même temps, vous allez pouvoir vous appuyer sur toutes mes connaissances que j'ai pu développer grâce à telle et telle expérience et grâce à telle et telle chose que j'ai pu vivre. Donc en fait, grâce à moi, vous allez gagner du temps et gagner de l'argent, et on va pouvoir être efficace ensemble sur l'ensemble des dossiers. Et bam! Ouais, finalement, c'est très simple, hein. En fait, c'est peu importe la question, que parce que je vois les questions défiler en disant: «Comment je peux justifier? Comment?» Mais Déjà, on arrête positiver de les choses. justifier. C'est Déjà, Ouais, en plus, j'en parlais hier, parce que j'ai fait un webinaire hier sur, le lâcher prise, et généralement, quand on commence déjà par justifier, c'est mauvais signe, c'est pas bon, en fait. c'est pas L'idée, bon. c'est de comment vous allez vous valoriser, comment vous allez apporter, ce cadeau que vous faites finalement à l'entreprise qui vous reçoit en entretien. Comment vous allez lui apporter ce cadeau et comment elle va le déballer et se dire: «Ah, finalement, c'est un chouette cadeau ça, ouais, j'ai très envie de le garder ce cadeau», et du coup, bah, si elle garde le cadeau, elle vous garde avec. Surtout qu'en plus, et ça, je reviens sur cet aspect recrutement en règle générale, l'entreprise, si vous voulez, au quotidien, elle va travailler avec vous en tant qu'individu, d'accord? Mmh. Et pas vos diplômes ou certificats de travail ou vos indicateurs de performance, j'en sais rien. Donc en fait, ce que vous allez lui apporter va bien au-delà, j'allais dire, de la simple fiche de poste. D'accord? C'est tout votre vécu, que ce soit en entreprise, que ce soit, je vais dire, dans votre vie privée, dans de l'association, dans des compétitions, sportives, pendant des études, pendant, je veux dire, une période de maladie un peu impactante. C'est tout ça que vous allez apporter. Parce que au quotidien, on va travailler avec Philippe, avec Amélie, avec Patricia, avec, j'en sais rien, d'accord?
et que Patricia, que Philippe et Amélie, quand ils sont au boulot, ils sont entiers, ils se découpent pas en 2. Tiens, je vais vous prendre cette partie-là du cerveau parce que non, non, c'est tout ça. Et que des fois, vous allez utiliser des expériences professionnelles et des fois, vous allez utiliser des situations plus personnelles pour résoudre tel ou tel problème, pour manager telle ou telle personne. Donc, c'est tout ça qu'il faut, je veux dire, qu'il faut apporter, que ce soit des périodes difficiles de maladie, que ce soit la reprise des études, que ce soit des échecs, que ce soit un congé parental. C'est de se dire, OK, de toute manière, c'est fait. D'accord, vous n'allez pas Mmh. refaire l'histoire. Bon, donc c'est fait. OK. Non. Donc, tac, maintenant, on a ça en stock. Et comme du stock, pour ceux qui ont travaillé un petit peu dans la grande distribution, qu'est-ce que je fais de ce stock? Est-ce que je le mets en tête de gondole? Est-ce que je le mets en solde parce qu'il faut que je m'en débarrasse? Comment je peux le valoriser? Parce qu'en fait, c'est ça, et tout à l'heure, il y avait l'histoire de l'âge, mais je veux dire, à la limite, le problème, c'est pas l'âge, c'est de dire: «Putain, avec tout ce que j'ai fait, à la limite, le problème, c'est pas l'âge, le problème, ça va être le tri qu'il va falloir faire avec tout ce que vous avez vécu pour faire des choix et un positionnement». Un Mais un comme dit exercice Amélie, ah, valoriser, même si ça a été dur et tout ça, se dire: «OK, ça a été dur, dont acte, de toute manière, je suis pas là pour pleurer, hein». non. Ah, on est dans le cadre d'un recrutement, je suis là pour me valoriser. OK, ça a été difficile, ça a été pénible, dont acte. Qu'est-ce que je peux en tirer aujourd'hui? Un, de positif, et 2, que je puisse valoriser au sein de l'entreprise. Moi, je reste pragmatique, c'est grosso modo: «Mon gars, combien tu payes pour ça?» D'accord? Donc comment je fais pour le valoriser et pour dire: «Regarde, vous en avez besoin aujourd'hui au sein de l'entreprise». La chose qui va faire la différence en entretien, c'est votre confiance en vous. C'est la fierté de votre parcours, et c'est le fait que vous assumiez chacun des aspects de votre parcours. Peut-être, alors je sais pas, je vais dérouler toute une carrière. On va voir si vous allez vous retrouver à des moments en me dire: «Ah bah oui, ça c'est moi». Je sais pas, alors on va partir ça y est, vous avez eu votre bac. Bon, votre bac, vous l'avez pas eu du premier coup, vous l'avez peut-être, un peu foiré, donc on va dire que vous avez eu votre bac vers, je sais pas, 19-20 ans, plutôt que de l'avoir à 17-18 ans. Voilà, ça parle déjà à Philippe. Donc voilà, OK, vous avez fini déjà un petit peu plus tard le bac. Bon, ça encore, c'est un détail. Mais le truc, c'est que derrière, vous ne saviez pas trop quoi faire. Donc vous avez démarré un peu comme tout le monde fait dans la famille, peut-être des études de droit ou des études en philo, histoire, sociaux. Vous êtes rué sur les bancs de la fac sans trop vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire demain. Ce qui est compréhensible parce que là, je dis à tous les étudiants que j'accompagne, c'est ultra compliqué à cet âge-là de savoir ce qu'on a envie de faire demain. Surtout qu'on vous demande de vous projeter à 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, demandez-moi de me projeter à 6 mois, j'en suis incapable. Donc, comment on peut exiger d'étudiants où tu as envie d'être dans 5 ou 10 ans, quel métier tu veux faire? Déjà, on ne va pas parler du fait qu'il n'y a quasiment eu aucune expérience, aucun stage pertinent avant au collège ou au lycée. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on aura une autre fois. Donc voilà, vous êtes sur les bancs de la fac parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Vous faites votre première année, mais vous préférez aller faire des guindailles à gauche à droite. Guindailles, mot belge, faire des soirées. Je fais traduction en même temps. Et puis bah, forcément, vous ratez votre première année de fac de droit, et puis vous allez vous réinscrire une deuxième année en fac de droit. Donc là, on arrive, vous avez peut-être 22 ans. Et puis à la fin de cette fac de droit, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas du tout, mais vous vous êtes pas posé la question de ce que vous aviez envie de faire dans la vie. Donc là, des potes vous disent: ah, bah, dirige-toi vers une école de commerce. Et puis vous commencez une école de commerce. Là, c'est la révélation. Peut-être que vous adorez vos cours en finance, en RH, en market, peu importe, et que du coup, vous réussissez d'une traite votre école de commerce. Vous sortez de là, je ne sais pas, vous avez peut-être entre 26 et 28 ans, vous avez fait des chouettes stages, vous allez démarrer dans une start-up parce que c'est fou, c'est génial, les start-up, c'est juste excellent. Sauf qu'au bout d'un an ou 2 ans, vous êtes épuisé. Le rythme est épuisant, la pression que vous met l'entreprise est épuisant. Vous n'avez plus le temps pour votre famille, vous n'avez plus le temps pour vos amis, vous n'avez plus le temps pour vos loisirs, et vous savez du coup plus quoi faire. Vous tombez gravement malade, vous vous arrêtez, c'est le burn-out. Tout le monde vous dit: mais comment tu peux faire un burn-out aussi jeune? Bah, il n'y a pas d'âge pour faire un burn-out et pour craquer déjà. Et tout doucement, vous commencez à vous reconstruire. Et puis vous vous rendez compte que vous avez plutôt envie de faire quelque chose qui va être utile aux autres. Et donc que toute cette soupe marketing que vous vendiez avant, et ben, c'est plus trop ce qui vous aligne. Donc, une fois que vous êtes guéri de votre burn-out, donc on va compter 2 ans de plus,
vous décidez de reprendre une formation, alors peut-être en sophro, peut-être quelque chose en lien avec l'humain, le social, peu importe. Et là, vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez le plaisir de rencontrer du monde, de pouvoir être utile aux gens. Et ça démarre votre recherche d'emploi après avoir fait cette formation qui vous a bien pris au moins 1 an de formation. Et en fait, forcément, là, les recruteurs, ils vont vous dire, alors déjà, la formation, je ne comprends pas, vous avez changé plusieurs fois de voie. Qu'est-ce qui vous fait passer d'une start-up maintenant à une entreprise d'économie sociale et solidaire? On n'est pas du tout alignés sur les mêmes valeurs. Et en fait, il va falloir expliquer votre parcours. Mais ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est assumer votre parcours. Parce que chaque étape, chaque petit caillou que vous avez rencontré sur la route, eh ben, c'est votre montagne à vous, parce que ces petits cailloux, si vous les mettez les uns au-dessus des autres, c'est votre montagne, c'est votre fierté, et c'est la montagne que vous avez gravie étape par étape. Et c'est ce qui fait que vous êtes une personne aujourd'hui formidable, c'est que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les cailloux que vous avez rencontrés, vous avez su les surmonter, vous avez su prendre ce caillou et le porter et le poser sur le côté plutôt que de trébucher dessus. Et même si vous avez trébuché dessus, c'est pas grave. Une fois que vous êtes relevé d'avoir trébuché, vous êtes retourné, vous avez pris ce caillou et vous l'avez mis sur le côté parce que ce caillou, il vous appartient. Vous êtes tombé dessus, il fait partie de votre histoire. Et donc, vous allez être capable de raconter quelque chose grâce à ce caillou et grâce à ce petit caillou qui vous a peut-être empêché de faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce caillou et grâce à ce recul que vous avez pris grâce à ce caillou, vous êtes capable d'expliquer quelque chose. Et vous êtes capable de faire encore plus de choses, de vous dépasser sur encore plus de choses. Et en fait, c'est dès lors que vous prenez conscience de votre valeur que tous les emmerdements que vous avez pu rencontrer, que toutes les personnes formidables avec lesquelles vous avez pu travailler, que toutes ces choses géniales que vous avez pu faire dans votre vie, et que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro, ben c'est ce qui fait qu'on va avoir vachement envie de vous recruter en fait. Parce que c'est ça, c'est cette personne-là qu'on a en face de nous qui est juste incroyable, qui a eu une vie incroyable et qu'on n'a qu'une envie, c'est de la recruter. Et que, juste pour compléter ce que dit Amélie, et je recolle avec ce que j'ai dit un petit peu avant, ce qui intéresse le recruteur, c'est comment vous fonctionnez. D'accord? Comment vous réagissez, comment vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous stimule, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites. C'est ça qui intéresse, le recruteur, hein. Alors c'est un chiffre que je dis régulièrement, 70 d'une décision de recrutement se font sur des critères affectifs. Alors affectif, ça ne veut pas dire amoureux, quoique bon, des fois, mais bon, non. Affectif, c'est dire non technique. Grosso modo, c'est tout ce que je vais vous dire, d'accord? C'est comment vous voilà, comment vous quel est votre moteur, quel est votre mécanisme, quel est le carburant que je dois mettre dessus. Et pour faire le lien avec ce que dit Amélie, c'est que vous ayez échoué, mais ça, tout le monde a échoué, vous allez encore échouer. Voilà, moi, je pourrais raconter ma vie que sous l'angle des échecs. Et ce qui intéresse le recruteur, c'est pas de savoir si vous avez échoué, à quel niveau, combien de temps ça a duré, si vous êtes fait mal, s'il y a eu du sang, enfin, j'en sais rien. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir, un, si vous êtes relevé, d'accord? Qu'est-ce qui fait que vous avez rebondi, d'accord? Et est-ce que, du coup, ça a changé, j'allais dire, votre trajectoire? Est-ce que vous allez plus vite? Est-ce que vous avez changé de rythme? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est comment vous avez avancé, comment vous avez progressé, comment vous êtes enrichi, d'accord? Pour repartir de l'avant. Parce que de toute manière, dans votre job, vous allez connaître de nouveau des emmerdements, vous allez connaître de nouveau des échecs, d'accord? C'est indéniable, hein, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La question, et moi, c'est ce qui doit me rassurer, c'est comment vous allez faire le jour où vous allez avoir, un contrat qui se signe pas, un collaborateur qui rentre en conflit avec un autre, une action, judiciaire qui vous tombe, dessus. C'est comment vous allez réagir? Et c'est ça, moi, qui doit me rassurer. En coaching, dans le programme Boost Me Up, on parle souvent des 100 réalisations, donc de toutes ces choses dont vous devez être Mmh. fiers, des choses perso et pro, tous ces petits cailloux que vous avez rencontrés, tous les emmerdeurs que vous avez pu avoir dans votre vie et où vous êtes passé outre. Tout à l'heure, j'ai vu un message passer de Régis qui dit comment je peux valoriser mon divorce, comment je peux parler des enfants que je vois plus, de ma grosse pension alimentaire, de mes difficultés de logement. Ben ça fait partie des emmerdements de la vie de tous les jours, en fait. Et j'ai envie de dire que tu n'es pas le seul à vivre ça. Et avoir un recruteur qui est insistant sur ces points-là,
bah, ils rentrent dans ta vie perso. Donc, c'est trouver le moyen d'éluder en disant, bah oui, en ce moment, c'est un peu la galère pour telle et telle raison, mais ce que vous venez chercher, c'est des compétences. Et moi, ce que je peux vous apporter, c'est justement telle et telle compétence. C'est pas ce que je vis dans ma vie perso que vous venez chercher. C'est ce que je vis au travers de ma vie perso, mais les qualités que j'ai pu développer et que je peux apporter aujourd'hui dans votre entreprise. Donc, il faut vraiment pas avoir peur des questions. Beaucoup de personnes parlent des questions pièges des recruteurs. Il n'y a pas de questions pièges. Il peut y avoir beaucoup de questions connes. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais il n'y a pas de questions pièges. Il n'y a que des questions auxquelles vous n'avez pas réfléchi à la réponse, à comment vous allez être capable de l'argumenter. Et en fait, dès lors qu'on comprend le mécanisme de l'argumentation, c'est-à-dire c'est simplement le fait de valoriser les mots, d'être plutôt positif, de raconter une histoire, d'être dans du storytelling, de faire des liens entre ce que vous faites dans votre vie perso pour développer la qualité que vous allez utiliser dans votre vie pro. Donc ça, c'est la théorie des liens que nous, on aborde dans la formation Boost Me Up. C'est, à un moment donné, c'est si je joue aux échecs, j'apprends la patience, j'apprends la stratégie, et ben ces qualités-là, je peux aussi les appliquer dans le monde professionnel. Et comme ça, même quelqu'un, parce que tout à l'heure, on avait aussi ça comme question, j'ai pas d'expérience, comment je peux trouver un job, en valorisant tout ce que tu fais dans ta vie perso, tout ce que tu as appris grâce à ta formation universitaire, les travaux de groupe, peut-être que vous avez assisté à des hackathons. Vous avez la possibilité, même en dehors de votre formation, d'assister et de participer à des hackathons sur Internet. Allez-y, cherchez-les, allez participer à ça. Vous avez 48 heures pour monter un business ou pour changer le monde. C'est ultra valorisant. Vous allez pouvoir réseauter, vous pouvez le mettre en avant sur votre profil, sur votre CV, et vous allez pouvoir trouver les justes mots et toujours dans l'idée de rassurer un recruteur que vous avez de la valeur, vous pouvez lui apporter quelque chose. Surtout que si vous êtes en entretien, c'est que ce qu'il a vu dans le CV, a priori, lui plaît. Sinon, il ne vous recevrez pas en entretien. Donc déjà, Ouais. si vous passez l'étape de votre CV est reçu et apprécié, je veux vous voir en entretien, c'est qu'il y a déjà 80% du job qui est fait. C'est-à-dire que ce qui est marqué sur le CV l'intéresse, mais il veut en savoir plus. Et donc, c'est comment je vais raconter une histoire, comment j'arrive à faire du storytelling autour de ma vie pour lui donner encore plus envie de continuer l'aventure avec moi. Et ça, la base, c'est j'ai confiance en moi, je connais la valeur de mon parcours et je sais le valoriser avec les mots justes. Mmh. Et pour l'histoire tout à l'heure de je sais pas quel est le prénom de la personne qui parlait, voilà, de l'histoire du divorce, le logement et ainsi de suite. Toujours pareil pour montrer, je sais pas en plus quel âge a cette personne-là, mais lorsqu'on devient mature, on vend plus la personne, comme je dis, que spécialement, son expertise. Bah, je peux vous dire que lorsqu'on vit des grosses galères comme ça, puis, comme le disait, je sais plus, je crois que c'est Jacques Chirac, hein, généralement les emmerdements, ça vole rarement en solitaire, hein. Généralement, c'est par vagues, hein. Ça vient, ça vient, ça vient, les uns après les autres. Bah, si vous avez réussi à, entre guillemets, à prendre du recul par rapport à ça, alors j'allais dire à hiérarchiser, j'allais dire les niveaux d'emmerdement, à ne pas tomber dans enfin, ne pas trop tomber dans l'émotion, de savoir gérer ses émotions, prendre du recul, prioriser et de se dire à un moment donné: «OK, bah, là, ce que je suis en train de vivre, c'est une galère, mais le jour où je vais m'en sortir, après, il peut m'arriver n'importe quoi. Mon gars, je saurai gérer» et c'est ça que vous allez pouvoir valoriser. C'est-à-dire Mmh. que peut-être des histoires de résilience, de gestion des émotions, de gestion du stress, de prise de recul. Ce qu'on appelle communément la sagesse, hein, voilà, dans le mot sagesse, maturité, c'est tout ça de dire: «Mais moi, voilà, justement, avec ce que j'ai vécu, je peux vous dire, mon gars, que là, tu peux y aller. Avant de me déstabiliser, il va falloir se lever tôt, d'accord? Donc vas-y, balance tes emmerdements, moi, je gère». D'accord? Alors je caricature, il faut un peu arrondir les phrases en entretien, mais c'est ça que vous allez pouvoir, comme le dit Amélie, valoriser. Ouais. Donc, bah, on voulait tenir 35 minutes. On en est à une Ah heure ben, on est 10, tout bon, va on est à bien. 1 heure près, regarde franchement, Oh, punaise, c'est une et en plus, catastrophe. pour tout vous dire, Si on avait une quelqu'un sorte avait de une petit, formation gestion du temps à nous proposer, ouais, ouais, moi je sais pas on lire. n'est pas du tout bon. Bon, c'est pas grave. Les amis, on arrive du coup tranquillement sur la fin de ce live. N'hésitez pas à nous mettre dans. Ouais, et petite C'est musique. quoi cette musique? Elle est affreuse. Attendez, je la change. Ça va pas du tout. Ouais, L'idée, c'est c'est laissez-nous en commentaire bah, ce que vous avez pensé de ce live, si vous avez aimé ou pas. Comme ça, on va pouvoir les voir sur nos téléphones et notre ordi juste après. N'hésitez pas à partager ce live qui est en replay, donc vous y avez tous accès et à continuer à nous mettre des commentaires. On continuera à venir y répondre nous aussi.
Et n'hésitez pas à nous balancer des idées de sujets pour les prochains lives dans 15 jours. Si vous voulez qu'on parle reconversion, si vous voulez qu'on parle d'entrepreneuriat, si vous voulez qu'on parle de je sais pas quoi, dites-nous, laissez-nous plein d'idées de sujets. Et comme ça, dans 15 jours, on revient avec un sujet qui vous plaît. Et continuez à nous suivre. On vous aime fort, fort, fort. Continuez à suivre aussi Philippe parce que forcément, il a beaucoup moins de followers que moi, le pauvre. Non, Amélie, hashtag super ego. Non, moi, en tout cas, j'étais frustré de ne pas avoir vos commentaires parce que j'adore en rebondir justement sur ce que vous dites. Bon, Amélie, voilà, a fait le lien avec un certain nombre d'entre vous. Et alors, malheureusement, je n'ai pas vos prénoms, je ne vois pas ce que vous avez dit. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié votre participation. Vous voyez, il y a plein de sujets. Alors, c'est vrai que quand Amélie annonce 35 minutes, moi, ça me fait doucement rire parce qu'on pourrait y passer des journées entières. On essaiera. À discuter là-dessus. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose justement qui dure un peu plus longtemps. Merci en tout cas de vos interventions parce que voilà, moi j'adore interagir avec les gens avec mon style un petit peu provocateur. Donc comme dit Amélie, donnez-nous les sujets. Est-ce que c'est des sujets propres au recrutement? Est-ce que c'est sur la confiance en soi, sur l'estime de soi? Voilà, quels sont les sujets dont vous aimeriez qu'on parle pour que nous on puisse vous donner des billes, des conseils, parce qu'en fait, les samedis matins pour se faire du bien, c'est ça. C'est peut-être pas grand-chose, mais si on peut arriver à vous donner 2-3 conseils qui peuvent des fois débloquer une situation, débloquer un discours, ou alors déclencher une envie de se valoriser, nous on aura fait le job. Merci les amis. Rendez-vous dans 4 jours. À très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Bon samedi, bon week-end.